Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous. Je suis Charlie Cadet, je suis le directeur groupe de la performance financière de Clépierre, et ce depuis près de 3 ans. Et je suis ravi de partager l'expérience qu'on a avec ActinVision et les travaux qu'on a engagés et toute l'innovation que notre projet apporte au pilotage de la performance chez Clépierre. Bonjour à tous, Barbara Jaco. Je suis responsable de l'équipe data au sein de la Performance Financière Group. Cela fait maintenant 9 ans que je suis chez Clépierre. J'ai commencé dans l'équipe Finance FP&A, à l'époque le contrôle de gestion groupe, puis je suis passée en Finance Business Partnering avant d'évoluer dans la data. Bonjour à tous, Osvaldo Valdivia, ingénieur data chez ActinVision. Moi, j'accompagne du coup l'équipe de la performance financière chez Clépierre depuis plus d'un an. Moi, j'ai travaillé notamment pour mettre en place toute la chaîne de traitement des données pour faciliter les analyses financières. Bonjour à tous, Francesco Bertini, consultant Business Intelligence chez ActinVision depuis 2 ans et demi et en mission chez Clépierre depuis 2 ans. Merci pour vos présentations respectives. Je vais juste te demander, Barbara, de couper le micro. J'ai l'impression qu'il y a eu un écho quand les autres personnes parlaient. Donc, merci de te mettre en mute si tu ne parles pas. Je te remercie. Et on va commencer juste avec 2-3 slides d'introduction sur qui est ActinVision, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc ActinVision, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la donnée et on accompagne donc les organisations dans la définition et la réalisation de leurs projets data. Et on a 4 localisations aujourd'hui autour de nos bureaux sur Paris, Strasbourg, Lyon et Montréal. En termes de chiffres, on existe depuis 2014 avec plus de 130 collaborateurs à ce jour et on accompagne 200 clients activement sur cette année avec plus de 300 formations également données auprès de ces organisations. Tu peux passer à la slide suivante avec une très belle animation. Donc sur notre offre de services qu'on peut vous proposer, aujourd'hui on va vous parler principalement de Power BI et donc de la partie Data Analytics qui concerne donc la visualisation et l'analyse de la donnée, mais on propose également une offre Data Engage pour la gouvernance et la culture avec différentes actions au sein de vos équipes en interne chez vous pour fédérer vos équipes autour de vos projets data. On a la partie data platform, donc qui est autour de la première brique, on va dire, de la chaîne de la data, autour de l'architecture des données. La partie data engineering, qui est une partie très importante aujourd'hui, notamment avec les projets IA, qui va permettre de transformer, intégrer, automatiser vos données. Et enfin, je l'ai cité avant, avec le nombre de formations qu'on a fait l'année dernière avec plus de 300 formations, c'est la partie Data Academy qui vous permet de faire monter en compétence vos équipes sur les bonnes pratiques, mais aussi les nouvelles technologies que vous pouvez employer au sein de vos organisations. Voilà pour la partie service ActinVision et présentation d'ActinVision. N'hésitez pas à aller sur notre site internet actinvision.com, que je remettrai dans le chat si vous voulez en savoir plus et nous contacter par rapport à vos projets. Et je passe la main à Charlie pour la présentation de Clépierre. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir de vous expliquer rapidement ce qu'est Clépierre. Clépierre, c'est le leader européen des centres commerciaux. On a 70 centres commerciaux dans les plus grandes métropoles européennes, que ce soit Madrid, Copenhague, Rome, Paris, Barcelone. Donc on opère et on est propriétaire de ces centres commerciaux, dont la raison d'être en fait est de créer la meilleure plateforme de partage de la valeur autour de l'expérience client, de l'expérience du retail. Et ça, c'est ce qu'on adore faire chez Clépierre, c'est adapter notre offre avec les 3500 retailers qui sont répartis dans nos centres commerciaux avec 10 000 contrats et qui accueille 720 millions de visiteurs chaque année qui viennent tant pour faire du loisir, acheter leurs vêtements, acheter leurs baskets,
venir dîner, acheter également leurs produits de beauté et enfin avoir cette expérience complète à l'intérieur de nos centres commerciaux. On est dans une dizaine de pays, on a un portefeuille d'une valeur de 21 milliards d'euros et Klépierre, c'est en gros 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc Klépierre est en croissance depuis de nombreuses années et donc c'est l'objet principal de notre travail avec l'équipe de la performance financière, c'est bien sûr de piloter le développement de cette croissance et de cette performance financière, mais Klépierre c'est pas uniquement ça, c'est aussi une plateforme qui a un engagement de performance environnementale, on a des engagements très forts qui sont posés là-dessus. Avec le millier de collaborateurs que nous avons, on a un objectif de décarbonation de notre business qui est très ambitieux et qui est déjà très avancé. Et puis, c'est aussi une plateforme qui va chercher sa performance par l'innovation, et c'est ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui, parce que de l'usage de la data pour piloter les affaires, mais aussi pour pouvoir anticiper les choses, ça fait partie de l'ADN de Klépierre. Et donc depuis 3 ans que je suis arrivé dans cette entreprise et qu'on a mis en place l'équipe performance financière du groupe, notamment avec Barbara qui est ici autour de la table digitale, on a cherché à faire évoluer ce métier de la performance financière pour améliorer la création de valeur et être au plus près des enjeux du groupe. Donc on a construit notre approche d'équipe et notre vision d'équipe autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui du Finance Business Partner. Donc au sein d'une équipe historique de contrôle de gestion, on n'a pas fait que changer le wording, on a essayé de changer aussi notre manière de travailler. On s'est dit que la première chose qu'il fallait qu'on fasse, c'était de bien s'aligner avec le business pour s'assurer qu'on avait les bons regards de performance, qu'on avait les bons indicateurs. Donc ça, c'est un sujet essentiel, vous l'avez certainement dans vos projets que vous avez autour de la data, ce sujet important de est-ce qu'on a tous la même définition de notre indicateur? Et donc, c'était le premier enjeu, c'était de s'aligner là-dessus. Donc, on a mis en place une gouvernance pour pouvoir définir des méthodes de calcul communes à l'ensemble du groupe et s'éviter le fameux dilemme au moment de la consolidation des chiffres pour préparer les éléments de communication financière. Est-ce que tout le monde calcule les indicateurs de la même manière? Donc ça, c'est la première chose qu'on a cherché à faire. Et au-delà de ça, le Finance Business Partner, c'est aussi se poser avec le métier, se questionner sur la manière dont on doit analyser la performance et leur apporter les analyses les plus pertinentes. La deuxième composante qui va également avec cela, dans une équipe de performance financière moderne, c'est évidemment une équipe de financial planning et analyse qui va être au plus près du suivi des engagements budgétaires. Donc bien évidemment, on a tous les cycles classiques de budget, de reprévision et de suivi mensuel de nos affaires. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est évidemment bénéficier des nouveaux outils, bénéficier de l'ensemble des données dont on dispose chez Klépierre pour avoir une analyse la plus fine et la plus détaillée possible de nos modèles économiques. Parce qu'évidemment, même si on fait le même métier dans tous nos pays, dans tous nos centres commerciaux, il y a des particularités de modèles économiques entre les pays. Et en fait, cette équipe de financial planning, elle est là pour pouvoir comprendre avec le niveau de détail le plus précis tous les éléments et donc aller chercher des optimisations dans notre modèle financier et proposer des améliorations. Et surtout, construire tout un dispositif de pilotage qui permet de réduire les frictions qu'on connaît tous dans nos process budgétaires, et on aura l'occasion d'en parler, et d'avoir le Graal, à mon sens, la possibilité d'avoir un rolling forecast, c'est-à-dire d'être en permanence capable de savoir où on en est par rapport à notre budget et ne pas attendre les grandes séquences de reprévision pour savoir si on est en retard ou en avance. Donc ça, c'est le deuxième pilier de notre équipe performance financière. Et pour faire tout ça, pour aller chercher notre ambition qu'on avait écrite il y a 3 ans, c'était d'être la plateforme de performance financière la plus avancée du marché. Je crois qu'on est sur le bon chemin et pour faire ça, évidemment, l'enjeu c'était autour de l'usage de la donnée et c'est pour ça qu'à l'intérieur même de cette équipe financière, on a créé un pôle data performance
Ce que je voulais, c'est qu'ils soient absolument à l'intérieur du métier et qu'on puisse avoir ces 3 piliers pour pouvoir aller chercher nos objectifs. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je laisse la parole à Barbara, qui est là depuis le début du projet et qui va vous partager ce qu'on fait dans cette équipe de Data Performance. Merci beaucoup, Charlie. Alors, l'objectif de notre équipe data est assez simple, c'est de transformer la donnée en outil de pilotage. Concrètement, on développe l'application de la performance financière pour suivre les indicateurs clés de performance opérationnels et financiers et surtout aider les équipes à analyser plus vite et à prendre de meilleures décisions. Nos missions principales sont donc de construire des outils data, maintenir l'architecture data et garantir que les données soient fiables et exploitables. On travaille à la fois avec des équipes finance, mais aussi avec des équipes métiers comme le leasing ou les assets. Le besoin que nous avons eu du côté business était très clair. Avoir un outil de pilotage pour la revue budgétaire du groupe, c'est-à-dire un outil qui nous donne une vision en temps réel de l'impact du changement des hypothèses budgétaires sur le résultat. Quelques exemples, par exemple, de changement d'hypothèse, ce serait le départ anticipé d'un retailer ou le renouvellement d'un contrat dans de meilleures conditions que celles prévues au budget, ou par exemple un retard dans la signature d'un deal. L'objectif derrière cela, c'était de suivre le budget au jour le jour, détecter les risques le plus tôt possible et qu'on donne une vision claire de notre atterrissage par rapport au budget, au management. Pour ce projet, l'une des difficultés principales, c'était la complexité de la donnée à structurer. En effet, nous avons différentes dimensions, de multiples scénarios et un grand volume de données à structurer. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter la méthode qui a permis de convertir cette complexité en un outil de pilotage simple et efficace. Nous allons rapidement voir un peu la complexité des analyses via un exemple simple, en prenant ici 3 différentes dimensions. La première, c'est la monnaie. Nous avons l'euro et la devise locale, car Clépierre est présent dans plus d'une dizaine de pays. Différents scénarios, ici nous en avons 4. Un scénario, c'est une comparaison de 2 périodes budgétaires différentes. Puis nous avons une troisième dimension qui est le type de consolidation, qui sont des paramètres financiers que l'on utilise pour la consolidation d'un grand groupe, soit en 100%, soit en groupe share, soit en total share. En bas, nous avons une table de 3 lignes. Chaque ligne, c'est un pays ici, France, Pologne ou Turquie. Mais dans la réalité, chez nous, une ligne correspond à un deal. Donc, il faut s'imaginer qu'un deal, nous avons toutes les données contractuelles, les données financières, les hypothèses prises pour un scénario, les hypothèses prises pour un autre scénario et les variations entre les 2 scénarios. Dans cet exemple, nous avons pris 7 colonnes et chaque colonne est dynamique en fonction des paramètres. Donc ici, avec ces 3 différentes dimensions, cela nous donne 24 possibilités. Par rapport à la table qui a 7 colonnes dynamiques, ça veut dire que chaque colonne peut avoir 24 possibilités, fois 7, cela nous donne 168 mesures. Donc, pour gérer la dynamisation de cette table, nous aurions besoin de 168 mesures ou combinaisons. Donc, vous voyez qu'avec un exemple très simple de quelques lignes et quelques colonnes, on arrive très vite à des dizaines, voire des centaines de combinaisons possibles. J'aimerais ajouter que cette complexité augmente encore tout au long de l'année avec les revues budgétaires. Au fur et à mesure de l'année, il y a des réajustements du budget en fonction des nouvelles hypothèses qui ont été prises sur les deals et en fonction du réalisé sur la période écoulée, ce qui s'appelle des rolling forecasts. Nous en avons plusieurs au cours de l'année, et nous avons aussi des rolling forecasts que l'on fige
comme le forecast 1 ou le forecast 2. Donc, au fur et à mesure de l'année, le nombre de scénarios augmente car on va vouloir comparer le budget par rapport à des nouveaux rolling forecasts. Pour répondre à ce besoin, nous avons bien évidemment créé au départ un rapport Power BI classique en utilisant des switches, des bookmarks, des paramètres standards. Mais très vite, on a atteint une limite, la performance de la dynamisation du rapport. Trop de combinaisons, trop de calculs, une expérience utilisateur qui se dégradait. Nous avons dû réfléchir à une nouvelle solution et changer d'approche pour trouver une solution plus performante et plus scalable. Et c'est exactement ce que vont vous présenter maintenant Osvaldo et Francesco. Merci beaucoup, Barbara. J'aimerais bien, juste avant de commencer à parler de la partie technique, que Francesco il nous explique un peu qu'est-ce qu'on veut dire par paramètre de champ dynamique. Parce que justement, c'est le sujet de ce webinaire. Donc, j'aimerais bien que ce soit clair. Donc, Francesco, est-ce qu'avec quelques phrases, tu pourrais rapidement nous dire qu'est-ce qu'est un paramètre de champ dynamique? Oui, bien sûr. Alors, un paramètre dynamique permet de faire varier dynamiquement un visuel en jouant sur les colonnes ou les mesures qu'on utilise. Et dans notre cas, la particularité, c'est qu'on va alimenter ce paramètre dynamique à partir d'une table et non manuellement comme on a plus souvent l'habitude de faire. Et c'est quoi l'intérêt du coup de l'alimenter via une table? Alors, le principal avantage, c'est plutôt évolutif. Donc, quand on gère les paramètres manuellement, on reste souvent sur un nombre limité de mesures. Avec une table qu'on va dynamiser, on peut générer beaucoup plus facilement un très grand nombre, y compris plusieurs milliers de mesures. Et au niveau du coût de la performance, si on gère avec une table des milliers, qui contient des milliers de mesures, qu'est-ce que ça va donner? Alors, il y a deux raisons principales. Donc, la première, c'est qu'un paramètre dynamique ne stocke que des références vers les mesures. Même si on met des milliers de mesures, seuls ceux qui sont réellement utilisés à un instant donné sont évalués. La deuxième raison, c'est qu'on n'affiche pas toutes les mesures en même temps. On peut les filtrer en fonction du contexte de la page ou du besoin métier. Et c'est justement ce qui permet, par exemple, de faire varier dynamiquement les rapports selon la devise affichée, sans impact significatif sur les performances. Ok, merci beaucoup Francesco. Donc on va maintenant passer à une introduction du projet qu'on a mené chez Clépierre, justement pour faire face à toutes ces dynamisations de rapports. Donc pour vous expliquer la structure du projet avant de passer à la démo, j'aimerais bien juste vous laisser clair que les projets, il est structuré autour de 4 éléments. Ces 4 éléments sont dans un premier temps un script Python. Là, on parle des scripts Python, mais ce qui est important, c'est plutôt la logique derrière. Parce que même si nous, chez Clépierre, on a utilisé du Python, vous pouvez utiliser d'autres technologies pour faire la même chose, même peut-être un fichier Excel en fonction de la taille des rapports que vous avez à travailler. Donc c'est pour ça que je préfère vous expliquer la logique rapidement plutôt que de vous montrer les scripts en lui-même. Donc la logique, elle est assez simple. Toutes les dimensions qu'on va dynamiser, donc les dimensions dont Barbara parlait tout à l'heure, comme par exemple la monnaie, les types de consolidation ou les scénarios, on va les définir dans des listes. Et à partir des boucles, on va itérer sur cette liste afin de créer toutes les combinaisons possibles des mesures. Ici, à l'écran, vous voyez qu'on a des loops, du coup, des boucles, qui vont servir à ça. À l'intérieur des boucles, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, c'est qu'on va définir des textes DAX. Enfin, on va créer les mesures DAX qui vont faire appel à différents calculs. Là, notamment, vous voyez qu'il s'agit tout simplement des sommes en fonction des variables qu'on va utiliser. À la fin de l'exécution de ces scripts, qu'est-ce qu'on aura? Du coup, on va voir les premiers éléments qui va être tous les textes, un fichier texte qui va contenir la création de toutes ces mesures. Ces fichiers texte, il va être en format TMDL. Pourquoi? Parce que vous savez, pour tous ceux qui connaissent Power BI, vous savez que l'effet de gérer des mesures à la main, ça prend énormément de temps. Une des avantages de TMDL, c'est qu'il va nous permettre du coup de faire l'import des mesures en masse et très rapidement. En plus de ça, on va également pouvoir jouer sur les formats des mesures et sur les dossiers dans lesquels on va les intégrer. C'est-à-dire qu'on a déjà nos formats, nos structures et les mesures créées dans un instant. Après, Francesco vous montrera la démo où vous les verrez en live. Le deuxième élément aussi qui va créer les scripts, c'est ce qu'on appelle une table dynamique. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette table? On va aller plus en détail après aussi, mais ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'on va garder les références aux mesures ou aux colonnes
qu'on va utiliser dans les paramètres dynamiques. Ça correspond notamment à la colonne value que vous voyez à l'écran. Les 3 dernières colonnes, scénario, currency et share type, ça va correspondre aux dimensions qu'on va utiliser pour dynamiser les rapports. Donc, c'est les mêmes dimensions dont Barbara a parlé, les scénarios, la monnaie et les types de consolidation. Ça va nous permettre de garder la trace en fonction de la sélection de l'utilisateur, quelle est la référence de la mesure ou la colonne qu'on veut afficher. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 éléments? C'est qu'on va les intégrer côté Power BI. La liste des mesures, du coup, ça va s'intégrer dans un dossier des mesures classiques dans Power BI. La table dynamique, on va l'importer telle qu'une table. Et l'astuce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un paramètre des champs dans lequel on va injecter toutes les données de la table dynamique. On va les voir plus clair dans un exemple avec Francesco lors de la démo. J'aimerais préciser que, bien évidemment, toutes les données ont été anonymisées et ajustées afin de garantir la confidentialité, tout en conservant leur cohérence pour l'analyse. Et merci beaucoup, Barbara et Osvaldo. Donc, pour cette démo, on va partir sur un modèle très simple. Donc, une table de faits, une dimension avec nos 4 scénarios et la table dynamique dont Osvaldo vient de nous parler, qu'on va venir importer depuis un lakehouse et qui est construite en amont par les scripts Python. Donc, on va juste les regarder. Donc, on a nos dimensions, nos scénarios, on a une table de faits classique et notre table dynamique, comme on l'a vu à l'instant, avec une colonne qui va nous servir à afficher et à dynamiser les sons-têtes des visuels, la colonne ou la mesure qu'on va appeler en fonction du besoin, un ordre qu'on peut définir aussi également à partir de la manière comment a été construite la table, et ensuite les différentes combinaisons qu'on peut rajouter selon nos souhaits. Donc là, dans notre cas, on a les scénarios, les types de devises et ainsi que le type de consolidation. Donc, la première chose qu'on va faire dans cet exercice-là, c'est rajouter les mesures. Pour l'instant, on n'a pas de mesures. Donc, à partir du script qui est généré par Osvaldo, on va venir copier-coller les scripts dans la vue TMDL, l'appliquer, actualiser. Et donc, on voit qu'il y a une table de mesures qui vient de se créer. À l'intérieur de cette table de mesures, avec quelques clics, on se retrouve avec une 50aine de mesures qui ont été créées. Maintenant qu'on a créé nos mesures qui vont être référencées par les paramètres dynamiques, on va créer notre paramètre dynamique des champs. Donc, on vient en modélisation, nouveau paramètre, paramètre des champs. Et ici, on va juste changer le nom. Et donc, pour cela, on va utiliser une mesure test qu'on a créée. C'est une mesure 1, juste ça fait référence au chiffre 1. Et cela, dans notre cas, n'a pas d'importance. On le verra par la suite avec Osvaldo. Donc, on fait créer. Ici, vous voyez qu'il y a un paramètre dynamique qui vient d'être créé. On le reconnaît parce que c'est une table avec une petite calculatrice qui s'affiche. Si on veut le montrer, donc ça ressemble à ça, notre paramètre dynamique qui vient d'être créé, avec un code associé. Osvaldo, peut-être que tu... Juste avant de passer par la suite, est-ce que tu pourrais aussi nous montrer rapidement à quoi ressemble la table des faits? Ah oui, la table des faits, c'est une table, une centaine de colonnes et 60 000 lignes, avec tous les différents types de possibilités. Oui, j'aimerais juste ajouter, là vous voyez en fait les colonnes, les nombres des colonnes, ça, étant donné qu'on a géré énormément de combinaisons, on a décidé justement d'appeler les colonnes en fonction de la sélection pareille. Donc chaque colonne représente un indicateur et au sein de chaque colonne également, on a du coup la trace de à quoi correspond. Donc que ce soit par exemple en monnaie locale ou en 100% consolidation. Donc chaque colonne du coup va garder également la trace. Et ce qu'on va faire appel, dans les mesures DAX qu'on a créées, c'est appel à des différentes colonnes en fonction de la sélection. Et du coup, pour parler de paramètres dynamiques, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que Francesco, il a créé un paramètre des champs classiques. Les codes DAX qui est affiché à l'écran, c'est les codes qui est généré par Power BI quand on crée un paramètre classique. Donc, l'astuce pour faire que ces paramètres deviennent dynamiques plutôt que classiques, c'est qu'en fait, on va mettre les mêmes codes qui est généré par Power BI dans une variable que ici Francesco il appelait barre basse. Les 3 éléments qu'il nous montre à l'écran, c'est les 3 éléments des bases qui sont créés par un paramètre qui correspondent à quoi? Mesure 1, c'est le nombre de l'affichage.
La deuxième partie, c'est name of mesure 1, c'est la référence à la mesure. Et le troisième élément, c'est la valeur 0. C'est juste l'ordre par défaut dans lequel vont s'afficher les éléments. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté du coup 3 strings à la fin. Ces strings, ça va correspondre du coup à nos colonnes des filtres. Donc vous voyez scénario, currency et chart type. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que, comme on disait tout à l'heure, l'idée, ça va être qu'on injecte les données de la table dynamique au sein du paramètre des champs. Et pour ça, la table est la 6 colonnes. Donc, il nous faut que la structure du paramètre respecte ces 6 colonnes. C'est pour ça qu'on a dû ajouter des strings à la fin, mais ça peut être des numéros, ça peut être des chaînes vides. Il faut juste modifier la structure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il fait un return, en fait. Il va faire l'union entre les paramètres des champs qui se trouvent dans la variable basse et la table dynamique. Mais pour ceux qui regardent en détail, il y a une petite astuce aussi au niveau de l'union, c'est la ligne 9, on voit un filtre. Et dans ces filtres, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de filtrer toutes les données qui viennent du paramètre des champs classiques pour enlever les lignes où la valeur value 1 correspond à la valeur value est différent de la valeur value 1. Qu'est-ce que ça va nous donner du coup? Ça va tout simplement enlever toutes les lignes du paramètre des champs classiques. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut garder, c'est les structures, pas la donnée. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a aucune importance sur le fait que Francesco il a pris la mesure 1 au début. Il aurait pu prendre n'importe quelle mesure, de toute façon, nous, dans notre cas d'usage, on va les enlever. Il faut savoir juste que ça, ce n'est pas obligatoire, c'est en fonction de vos cas d'usage. Si vous avez besoin de garder des mesures ou des colonnes fixes, vous pouvez les laisser tout simplement. L'idée reste la même. Merci beaucoup, Osvaldo. Donc maintenant qu'on a injecté notre table dynamique dans notre paramètre des champs dynamiques, on va venir à la modélisation et on va créer une relation de 1 à plusieurs pour pouvoir filtrer nos scénarios. Et maintenant qu'on a créé notre modèle, on va passer à la construction d'un rapport test. Donc pour cela, on va créer 3 slicers, 3 dimensions. Mais ça va être la dimension de scénario. Celui-là, par exemple. Et ensuite, à partir du paramètre dynamique, on va rajouter dans un autre slicer le type de monnaie et un dernier type de consolidation. Maintenant, à partir de là, on va essayer de reconstruire la table que Barbara nous a montré tout à l'heure avec la complexité. Donc, pour cela, on va rajouter une ligne de pays. Et ensuite, on va ramener notre paramètre dynamique en valeur. Si on regarde des constructions, on a notre rapport qui commence à se créer. Donc, on va aussi créer un bridge pour avoir les données filtrées. Donc, on rajoute notre paramètre dynamique en valeur. Et si tout va bien, passer à la page 2. Je crois qu'il y a un petit souci. Bon, l'effet démon est toujours là. Il nous accompagne. Qu'est-ce qui se passe? Scénario. Paramètres dynamiques. Pendant que tu regardes le sujet, je voudrais donner un témoignage en fait de ce que tout ça nous fait gagner, parce que avoir intégré les équipes data à l'intérieur de notre équipe performance, avec cette complexité-là aujourd'hui, quand même, qui est adressée au niveau de l'ensemble des demandes d'analyse qu'on a, les demandes complexes que je peux avoir également, parce que j'ai souvent des idées, souvent c'est dans un timing très serré, donc, et il faut délivrer les choses. Et en fait, ce que ça nous a fait gagner, et ça, c'est une énorme agilité. C'est-à-dire qu'on est capable d'apporter des réponses au business, d'apporter des réponses au management dans un temps record, avec la possibilité d'avoir une vue vraiment à 360 de notre performance financière et de pouvoir comprendre ce qui est à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça que je voulais absolument que cette compétence technique soit à l'intérieur de nos équipes, ce qui permet notamment aux financiers un peu historiques de s'acculturer à ça, parce que comme on peut le voir ici, c'est quand même très technique, ça peut paraître aride, et pourtant quand c'est expliqué, que c'est mis dans un contexte business, on voit tout l'intérêt.
Et on voit du coup tout l'intérêt aussi de la bonne saisie de l'information dans les systèmes. Parce que si l'information n'est pas correcte dans les systèmes, on pourra avoir les meilleurs tableaux de bord du monde, les meilleures applications du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on réunisse tout le monde à l'intérieur de la même équipe pour pouvoir, à la fin, gagner en time to market pour répondre aux enjeux du business. Merci beaucoup, Charlie, pour cette intervention. Bon, bah, l'effet démon, décidément, il est toujours là. Donc, pour revenir à notre sujet, donc, on vient de voir comment on a créé nos visuels et nos slicers avec les paramètres dynamiques. Par la magie de l'effet démon, dès la démo, on va venir on va venir déjà vous montrer les résultats un peu plus esthétiques, donc avec nos différents scénarios, les types de devises et les types de consolidation en slicer avec une sélection simple. Notre graphique en cascade qui est très utilisé dans le monde de la finance. Donc là, on a notre budget dans le pilier de départ et le rolling forecast en pilier d'arrivée, d'atterrissage, avec les différents types des variations qui peuvent montrer la variation entre les deux cycles. Et ensuite, on a une table de détail avec la ventilation par pays qu'on a vu en amont. Donc, le premier avantage des paramètres dynamiques comparé à des bookmarks ou des switches, c'est la dynamisation des entêtes des visuels. Donc ici, imaginons, on va passer un scénario des budgets versus rolling forecast 2. On voit en changeant de scénario. Est-ce que tu pourrais faire un zoom, Francesco, s'il te plaît, un petit peu plus sur les rapports, comme ça tout le monde voit bien les changements des... Oui. Je reviens ici. Donc, je suis sur un scénario budget rolling forecast. Si je change des scénarios et je passe au scénario budget versus F2, on voit que notre pilier d'atterrissage F2 vient d'être modifié, enfin, c'est modifié automatiquement ainsi que dans notre matrice. Donc, pour voir ça concrètement à l'intérieur du paramètre dynamique, on va imaginer que donc on a fait un filtre dans le budget versus F2. Et en type de combinaison, on avait pris euro et 100%, consolidation à 100%. Donc, on voit que la colonne qui se situe ici, c'est la colonne qui va être affichée dans les visuels. Donc, ça, c'est un grand avantage. Aujourd'hui, on va gérer le nom qui est affiché de manière automatique à travers des scripts Python, mais ça peut très, très bien se faire aussi à partir d'un Excel pour gérer les noms qui sont affichés et qui vont être dynamisés. Et le deuxième gros avantage, donc, c'est la performance. Donc là, on peut changer aussi des scénarios, mais on peut changer très bien entre les types des monnaies locales euro ou au type de consolidation de 100% consolidation à groupe share. Et on voit très rapidement comment ça va, le rapport va être dynamisé. Et en deuxième partie, du coup, on voit la performance. Donc la performance, il y a un gain de performance très, très grande et que Osvaldo va nous montrer par la suite. Effectivement, merci beaucoup Francesco pour le partage. Donc Francesco et Osvaldo nous ont illustré une nouvelle méthode pour utiliser cette fonctionnalité Power BI que sont les paramètres dynamiques. Ils sont partis de l'exemple que nous avons vu au tout début, le tableau composé des 3 lignes et des 7 colonnes. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, chez Clépierre, un scénario, c'est environ 90 colonnes. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 13 scénarios. Je vous laisse donc imaginer le volume de données et la complexité de cette dynamisation via les paramètres dynamiques. Effectivement, merci beaucoup Barbara, Francesco. Comme il vient de le dire, du coup, ce qu'on a vu avec Francesco, c'est que la dynamisation, par exemple, juste l'affichage dans les tables ou dans les visuels, là, on a mis un exemple assez simple, assez petit, ça se fait automatiquement. Mais je vous laisse imaginer pour ceux qui utilisent Power BI habituellement, comment gérer ça, juste changer l'affichage des 90 colonnes. Enfin, vous savez que ça a une complexité énorme. Et du coup, dans les cas vraiment Clépierre qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on va vous montrer comme résultat? C'est qu'en fait, à l'époque, quand on a commencé à développer cette solution, il existait déjà un rapport. Ces rapports, ils contenaient trois pages, qu'on voit ici, overview et 2 pages d'analyse. Ces rapports existants à l'époque n'étaient pas complètement dynamiques. Et on commençait à travailler, comme Barbara le disait, avec des mesures switch, avec des bookmarks. Et très rapidement, on a vu que c'était très complexe pour développer la totalité du rapport. Du coup,
on a mis en place donc cette nouvelle méthode, cette nouvelle approche de travail avec les paramètres dynamiques des champs. Et on a vu qu'on a gagné en performance énorme. Donc, ce que je vous affiche à l'écran, c'est les temps de chargement des plusieurs parcours sur les différentes pages qu'on avait, les mêmes parcours sur les deux rapports, et on voit que les temps de réponse étaient incroyablement meilleurs. Ça, sachant que la première version, elle n'était même pas complètement dynamique et que les datasets utilisés étaient plus petits. Donc, je vous laisse imaginer vraiment qu'est-ce que ça donne avec notre rapport actuel avec 90 colonnes, tout dynamique, très scénario. Et du coup, pour résumer du coup, tout ce qu'il faut sur les paramètres dynamiques sur lesquels on a travaillé aujourd'hui, il faut savoir du coup qu'on va garder toute cette partie de flexibilité qu'on a avec les paramètres des champs classiques qu'on a l'habitude d'utiliser côté Power BI, mais on va l'ajouter 2 axes en plus. L'automatisation. Pourquoi l'automatisation? Parce que du coup, on va les remplir avec une table dynamique. Cette table, elle est gérée via un script. Donc, nous, par exemple, aujourd'hui, si on a besoin d'ajouter des nouvelles colonnes, des nouveaux analyses, il suffit de modifier les scripts, faire tourner, et tout se fait automatiquement. Et on a constaté qu'on gagne aussi en performance. L'effet de plus utiliser des switches ou des bookmarks, ça nous fait aussi gagner en termes de temps de réponse. Et comme Charlie le disait tout à l'heure, et je pense qu'il va aussi nous expliquer qu'est-ce que ça donne à la fin pour une équipe financière. Oui, merci Osvaldo. Ce que je voudrais vraiment partager en synthèse rapidement, c'est que d'une part, tout le travail qui a été fait là nous fait gagner, c'est ce que je disais, j'insiste, en réactivité. C'est-à-dire qu'on a toujours des nouvelles idées d'analyse, des nouvelles questions qui se posent dans un temps qui est très contraint et on parvient désormais à répondre. Et en plus, on le fait dans un environnement, comme l'a dit Barbara, on a développé une application de performance financière du groupe qui est utilisée par différents métiers, par l'ensemble des territoires. Et donc, on a construit un environnement où toutes les personnes qui ont à analyser la performance regardent les mêmes données avec les mêmes règles de calcul. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et comme le monde évolue très vite, on a besoin d'avoir une réactivité importante en termes de business. On a besoin de savoir où on en est. Et là-dessus, on a vraiment gagné en efficacité. On sait réagir. Et donc, par exemple, on fait des revues mensuelles de performance depuis maintenant plus d'1 an, avec la possibilité de construire ces revues de performance directement depuis notre application Power BI. Donc ça fait gagner en efficacité sur la préparation des documents, parce que finalement, tout est déjà prêt dans l'application, et tout le monde présente de la même manière. Ça permet de gagner du temps également sur la prise de décision. Quand il se passe des événements avec, par exemple, des retailers qui font faillite, qui tombent en banqueroute, ou des deals qui ne se font pas, comme l'évoquait Barbara, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est de rectifier le tir beaucoup plus rapidement et de prendre des mesures de contre-feu. C'est-à-dire que des mauvaises nouvelles, j'en aurai toujours. La data ne va pas m'empêcher d'avoir des mauvaises nouvelles. En revanche, ça nous fait gagner du temps sur les mesures qu'on peut mettre en place pour venir compenser cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé déjà depuis le début de l'année. On a fait ces revues mensuelles de performance. Il y a forcément des mauvaises nouvelles qui arrivent. Et donc, on prend des dispositions pour pouvoir compenser ça. Pour moi, ça c'est assez essentiel. On a également un autre grand avantage là-dessus, c'est qu'on a réduit les frictions dans nos process budgétaires. Tout le monde le sait, c'est très pénible, c'est très long les process budgétaires en général. Grâce à tout ce travail, grâce aux 3 piliers qu'on a mis en place, et notamment grâce à l'usage de la donnée en temps réel, je dirais, on a été capable de réduire d'1 mois le processus budgétaire précédent. C'est colossal, c'est-à-dire que c'est 1 mois où on libère du temps pour que le business fasse du business. Auparavant, ce mois, il était utilisé à compiler les informations, à préparer les slides, à revérifier les chiffres. On a rendu 1 mois au business pour pouvoir signer des deals, gérer des opérations, et c'est la fin qu'on attend tous. Donc ça, c'est essentiel. Et ce que je vois également, moi, dans tout ce travail, et qui s'illustre là avec ce que vous nous avez partagé, et merci beaucoup pour ça, ce que je vois également, c'est de manière un peu plus prospective, c'est l'évolution du métier de performance financière. Avant, on appelait ça contrôle de gestion, controlling, et nous, chez nous, maintenant, c'est performance financière. Et c'est une évolution qui est avant tout humaine et de transformation des compétences.
Et là, je vais prendre l'exemple de Barbara qui est autour de la table. Vous l'avez compris, elle avait d'abord un parcours financier et comme on a commencé à travailler sur la data ensemble, bah, l'envie de pouvoir creuser un peu plus ce sujet est venue. Et donc, Barbara s'est formée à la data pour aujourd'hui être le manager de l'équipe Data Performance. Et à l'inverse, on a recruté une personne dans notre équipe qui d'abord était côté Data Analytics et qui aujourd'hui a fait le chemin inverse et qui est dans l'équipe FP&A et qui se forme à toute la partie financière et planification. À mon sens, ça, c'est le chemin de toutes les équipes performance financière. Et c'est bien l'expression aussi de notre esprit d'innovation chez Clépierre. On cherche à accompagner bien sûr les tendances et à avoir un peu de temps d'avance. Et moi, je crois fermement que toutes nos équipes performance financière seront ces modèles hybrides, à la fois capables de comprendre le business, de maîtriser l'intégralité du modèle économique et de pouvoir parler le langage data pour pouvoir créer les bons outils pour accélérer la prise de décision. Ça n'a pas d'autre intérêt que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer la prise de décision, être data-driven, c'est ça que ça veut dire en fait. On se fonde sur la data, on comprend le contexte business et on mesure ce que ça a comme impact sur notre modèle financier. Et donc c'est pour ça que pour moi, l'ensemble de nos équipes seront hybrides. Il y aura des gens qui seront plus black belt évidemment sur Power BI et d'autres plus sur le suivi d'un PNL. Mais mon ambition, c'est que nos équipes performance financière à travers le groupe et l'ensemble de ce champ de compétences. Et c'est en tout cas, c'est le chemin qu'on prend depuis 3 ans. Merci encore pour cette présentation, Charlie, Barbara, ainsi que Osvaldo et Francesco. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive donc sur la fin de la présentation, donc c'est le moment d'utiliser le chat pour poser vos questions aux intervenants. On va prendre 5 minutes s'il y a des questions, en tout cas pour y répondre. Sinon, n'hésitez pas pour nous contacter à passer sur le site activision.com pour nous contacter concernant nos services sur lesquels on peut vous aider, que ce soit la formation des équipes, si vous avez des équipes à former, comme Charlie l'a dit, sur la transformation en tout cas des métiers aujourd'hui au sein des organisations. Concernant en tout cas une organisation plus data-driven, ou sur aussi votre accompagnement sur des solutions comme Power BI, mais également d'autres solutions dont on est partenaire. N'hésitez pas aussi à vous consulter le site de Clépierre si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que fait Clépierre et les opportunités en tout cas que cela pourrait vous donner. Et en attendant qu'on ait des questions, je vous remercie. Et vous préviens également que ce webinaire sera disponible en replay d'ici une semaine et vous pourrez le consulter depuis notre site activision.com. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment, mais si il y en a, on va les prendre. On va encore attendre un peu. Mais si tout était clair, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur la volumétrie, le côté technique autour des paramètres dynamiques, sur l'organisation aussi data finance du côté de chez Clépierre, n'hésitez pas. Donc, tout à fait, merci Osvaldo de me rappeler ce petit commentaire, mais il y aura également un guide sur comment faire vos propres paramètres dynamiques qui sera publié dans les prochaines semaines et qui sera disponible également depuis le site Activision, qui vous permettra aussi de reprendre en fait en mode tutoriel comment créer vos propres paramètres dynamiques sur l'interface Power BI. Effectivement, avec Francesco Barbara, on a développé donc un petit article qui vous montre, parce que là, on a fait une petite démo très rapide et très simple. Mais si vous voulez vraiment aller plus dans les détails techniques, bien comprendre comment ça se passe, pourquoi ça fonctionne comme ça, n'hésitez pas à aller regarder l'article où tout est bien détaillé. Et puis nous avons une première question, merci Vincent. Si le script est modifié, il faut republier le rapport. Je vous laisse répondre, Osvaldo, Francesco ou Barbara. T'en prie, Osvaldo. Vas-y, je te laisse Non, répondre. je t'en... Ok. Et non,
Il ne faut pas republier les rapports. En fait, si le script il est modifié, comme c'est le cas aujourd'hui qu'on fait, il suffit tout simplement de mettre à jour la table dynamique. Et normalement, enfin, si ta table de faits elle change, aussi la mettre à jour. Et ça se fait automatiquement. Il y a par contre, on parlait également du fait que dans les use cases Clépierre, on utilise des tableaux ou des matrices qui ont plus de 80 colonnes. Ça, par contre, il y a quand même des astuces parce que l'exemple qu'on vous a montré, il n'y a que 7 colonnes. Par contre, si vous avez plein de colonnes à gérer et que vous créez un paramètre dynamique avec des milliers de colonnes, si vous essayez de l'intégrer par défaut, il ne va pas afficher les 1000 colonnes d'un coup, il faut les filtrer d'abord. Et il y a justement des astuces aussi si vous voulez choisir quelles sont spécifiquement les colonnes que vous voulez, soit dans un visuel, soit dans une table. Tout ça, c'est détaillé dans l'article, parce que bon, pour des questions de temps, on ne peut pas vous montrer tout cela. Mais pour répondre du coup à ta question, non, il suffit juste d'actualiser les tables, et après, il y a des petites astuces pour faire la gestion de qu'est-ce qu'on affiche dans les visuels. J'espère que ça a répondu à ta question, Vincent. En tout cas, n'hésite pas à télécharger le guide qui sera disponible. On fera bien sûr une communication sur notre page LinkedIn, pardon. Donc, si vous ne suivez pas encore cette page LinkedIn Actinision, n'hésitez pas à y aller. Et le guide sera aussi publié sur la page. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Avez-vous mis en place une stratégie de data gouvernance automatisée ou c'est prévu, ou vous reposez sur des processus de validation manuelle par l'équipe data de Angèle qui souhaite répondre à cette question? Plutôt côté Barbara ou Charlie, je pense. Non, on n'a pas de process automatisé aujourd'hui de ce que je comprends derrière la question. On est encore assez jeune dans l'usage avancé de la data, de cette manière-là en tout cas, côté performance financière chez Clépierre. Et on fait encore fonctionner notre gouvernance où on revoit des définitions, on revoit des indicateurs, etc. Donc on essaye bien sûr de formaliser un maximum de choses, de tout enregistrer dans des notebooks, etc. En revanche, je pense que là-dessus, c'est l'étape suivante. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permettra d'aller plus loin sur la seconde vague qui sera autour de l'IA, l'algorithmie, même l'agentique, etc. On aura besoin de passer par ça. On a commencé les fondations autour de vraiment des choses très concrètes sur lesquelles on n'était pas suffisamment avancé à mon sens, c'était l'alignement des définitions. Là, on voit qu'on a avancé aussi sur toute l'architecture, l'optimisation de l'architecture. Donc, on a voulu aller sur l'usage de ça, le mettre à l'épreuve de la réalité. Et donc, à mon sens, effectivement, on a cette étape ensuite qui va venir pour aller sur le step suivant. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Merci en tout cas, Charlie, pour ta réponse. On va attendre que Angèle nous réponde, mais merci pour cette précision par rapport à vos étapes. Et elle répond merci, donc je pense que tu as bien répondu. Mais en effet, il y a une stratégie avec différentes étapes. Faut pas tout faire, faut pas tout commencer en même temps. Ça, c'est vraiment important. On voit souvent chez nos clients que des fois, en effet, il vaut mieux avoir un objectif très clair par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire en première étape, qu'est-ce qui est le plus important, avec un socle très concret, avant de passer à des projets peut-être plus tests. Tu parlais Oui, d'agentique. ce qui était essentiel pour moi, c'était qu'on délivre en permanence et que l'usage démarre. Et l'usage devait démarrer très vite. Donc c'est pour ça qu'on a délivré très vite des premiers dashboards. C'est parce que le change, en fait, c'est long. Et donc il faut mettre dans les mains des gens la nouveauté. Et donc si tu attends un long effet tunnel avec le jour où la data est parfaite, en fait tu attends un jour qui n'arrivera jamais. Donc c'est pour ça que mon mantra, ça a été ça, c'est qu'on délivre en permanence, même par petites touches. Ok. Et voilà, et tu parlais, pour finir, de l'agentique, alors à un sujet qui est aussi très tendance, mais voilà, ça nécessite aussi d'avoir une organisation data ou des premiers projets data en amont qui sont très concrets et très déjà solides avant de passer en fait à tout ce qui est IA. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va prendre encore une question et puis on clôturera le webinaire. Je pense qu'on arrive à la fin.
Écoutez, dans ce cas-là, on va clôturer le webinaire. Je vous remercie encore d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire donc, avec le retour d'expérience Clépierre sur les paramètres dynamiques et avec donc, Barbara et Charlie qui nous ont fait l'honneur de participer à ce webinaire. Et merci également à Osvaldo et Francesco pour la partie technique. Comme dit, ce webinaire sera disponible en replay d'ici une semaine sur les réseaux Actinision. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour les prochains événements Actinision. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.